7e épisode du podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produits technologiques innovantes, communément appelés SaaS, applications web ou mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires à succès, ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'Open Mind Technologies. Dev, le chiffre 2, CEO.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de discuter avec Maxime Trottier de Dévolution de comment ils ont réussi à passer de 8000 à 800 000 utilisateurs. Vous apprendrez entre autres ce qu'est la fameuse règle du 40 et également comment Dévolution a utilisé 2 techniques extrêmement innovantes et inédites pour atteindre cette impressionnante croissance. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute. Maxime Trottier, merci d'être avec nous cette semaine sur le podcast. Merci d'être avec notre auditoire pour venir donner un petit peu ton parcours puis tout ce qui se passe un peu plus à l'interne de chez Dévolution. Mais d'abord, comment vas-tu, Maxime, aujourd'hui? Merci d'être là. Merci de me recevoir. Pour commencer, Joe, merci beaucoup. Ça va super bien. Très occupé de ce temps-ci, évidemment, avec une entreprise à forte croissance, ça l'amène des défis de plus en plus grands. Faut se préparer toujours pour le futur, évidemment. Puis hier, on était ensemble, justement, moi et toi et moi au Big Bang. On a passé 2 jours ensemble, puis c'est super intéressant la discussion qu'on a eue. Le Big Bang, pour ceux qui connaissent pas, c'est la conférence en commercialisation, vente et marketing de l'AQT, l'Association québécoise de technologie, qui avait aussi cette année, il y avait aussi la portion ressources humaines, finances, opérations qui ont rajouté. Puis je sais qu'on est des long time attendees. Ça fait longtemps qu'on va au Big Bang ensemble. C'est là qu'on s'est connus d'ailleurs. Je sais pas si Effectivement. Puis j'avais vraiment hâte de te recevoir sur le podcast. Pourquoi j'avais hâte? 2 raisons. Tu es une des rares personnes qui est capable d'avoir 2 grandes qualités que j'admire beaucoup. Un, la bonne capacité de s'exprimer puis de sortir ce qui est dans sa tête pour amener des concepts et éduquer les gens, mais la grande transparence aussi que tu as eu dès le jour 1 qu'on s'est rencontrés à l'AQT. Suite à une conférence que tu as donnée, je t'ai accroché après pour dire « Hey Max, j'ai quelques petites questions, on se connaissait pas du tout. » Puis on est resté, je pense, 1 heure et demie de temps à discuter. Puis tu m'as ouvert un peu pratiquement tous les livres de ce qui se passait chez Dévolution. Je dis « Wow, c'est vraiment sharp. » C'est un gars comme ça qui... Je serais porté à dire 2015-2016 peut-être. Puis c'est drôle parce que le sujet qu'on discute aujourd'hui, c'était un peu la conférence que j'avais faite dans le temps. Où est-ce qu'on était rendu, qu'est-ce qu'on avait accompli là, au cours dans ce temps-là. Bon, moi, ça faisait 5 ans que je suis chez Dévolution. Donc, pour donner un petit peu de background, là, moi, je suis rentré chez Dévolution en 2012 comme directeur marketing, employé numéro 6 dans le temps. Donc, pas au tout début, là, mais pratiquement au début. En fait, je devrais dire au début de la phase de commercialisation de notre produit. Puis voilà, en 2015, quand on s'est rencontrés, 2016, j'avais fait une conférence, encore une fois, Big Bang, sur l'évolution de l'entreprise, où est-ce qu'on était rendu, puis où est-ce qu'on voulait aller. Puis je te dirais que 5 à 7 ans plus tard, là, ou disons 10 ans plus tard, depuis 2012, la mission est accomplie, ça va super bien. En toute transparence encore, on a fini l'année financière à 25 millions de revenus l'année passée. En fait, je devrais dire, mon CFO m'aimera pas, là, parce que c'est des ventes, là, c'est pas tout à fait des revenus. Il y a une petite technicalité là, en software où est-ce que t'as les ventes et les revenus qui sont reconnus par la suite. Donc, c'est 2 chiffres différents que tu connais aussi. Donc, on a atteint le plateau des 25 millions de chiffre d'affaires en dollars canadiens cette année. On a fini l'année financière au 31 septembre. Donc, on est super fiers. Puis, on se rend compte que c'est le début d'une autre étape dans l'entreprise chez Dévolution. On a passé, là, on est en mode transformation pour scaler la business. On vise 100 millions d'ici 5 ans. Fait que c'est un grand défi qu'on s'est donné, mais les bases sont solides. Puis c'est un peu ça, je pense, que tu voulais qu'on regarde aujourd'hui, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on s'en va. Donc, je voulais mettre la table un peu avec toi. Effectivement, puis c'était super beau vous suivre dans les dernières années. Vous êtes vraiment une entreprise qu'on appelle walk the talk. Là, quand vous dites on s'en va là, vous réussissez à y arriver. Puis j'ai hâte de voir les 5 prochaines années, quand même un objectif très ambitieux. On a eu la chance à l'épisode numéro 7, pour ceux qui l'ont pas écouté, là, on vous invite à aller l'écouter, d'avoir l'histoire de Dévolution par David Hervieux, qui est présentement le président de l'organisation.
Et ce qu'on voulait surtout, comme Maxime mentionne aujourd'hui, c'est d'aller plus dans l'aspect marketing à ce moment-là, de la commercialisation également de votre beau succès, de rentrer un petit peu plus en détail. Donc, très belle introduction, Max, par rapport à ça. Ouais, puis David Hervieux qui je vais me permettre, mais président fondateur de Dévolution, c'est assez important parce que ça joue quand même dans le mindset de l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas un président. David, il a fondé l'entreprise en 2010 officiellement de son côté, avant que j'arrive, évidemment. Puis il est encore en poste aujourd'hui. Donc, président fondateur de Dévolution qui a encore la passion de faire vivre Dévolution puis l'amener à d'autres sommets. Qui est pas nécessairement comment je dirais, c'est difficile quand même. Puis je vous invite à aller voir le podcast avec David, mais tu sais, il y a des grands défis en tant qu'entrepreneur aussi d'être aussi longtemps. Puis tu le sais, Joe, tu le vis toi aussi, mais de se renouveler année après année en tant qu'entrepreneur, garder la flamme, puis mener l'équipe, l'idée une équipe comme ça, c'est pas facile. Puis encore aujourd'hui, il est encore fidèle au poste, puis Dave, il prend les décisions difficiles, puis on continue, puis on est là pour le supporter, puis il est là pour nous supporter en retour, fait que ça va encore bien. Puis tellement un bon humain en même temps, David, pour ceux qui l'ont pas rencontré, là, vraiment la main sur le cœur, il est là pour l'équipe, puis il est là sur le plancher avec vous, là, de ce que j'entends, de ce que je vois, il est quand même hands-on beaucoup, là. Puis tu sais, tu parles de transparence, tantôt tu disais les qualités que tu évoquais par rapport à l'authenticité, la transparence, la générosité, ça part d'abord et avant tout d'une culture d'entreprise, tu sais. Puis c'est David qui a instauré ça très rapidement chez Dévolution. Quand on était tout jeune encore, c'était une des valeurs qu'on avait mis de l'avant, d'être transparent non seulement avec les employés, mais avec toutes les parties prenantes de l'entreprise. Maintenant, les investisseurs, nos clients. Je lis beaucoup de ce temps-ci sur l'expérience employé, l'expérience client, là. Puis on était à SaaSnord il y a 2 semaines à Ottawa, puis on a eu la chance de voir Louis Tétu, président de Coveo, puis il expliquait comment que l'expérience employée chez vous dans vos entreprises reflète directement l'expérience client. Puis c'est important de garder ça parce que ça paraît dans vos communications, dans la manière qu'on traite les dossiers, la manière qu'on en parlait ensemble là, il y a quelques jours, mais bâtir des partenariats, puis ça fait partie d'exactement de pourquoi on est encore là aujourd'hui. On a toujours visé, 1, la profitabilité de l'entreprise, mais 2, d'établir des partenariats à long terme avec nos clients. Il y avait une conférence qu'on a vue ensemble, c'était je veux pas nécessairement vendre à un client, mais je veux revendre à un client, right? C'est-à-dire que le modèle qu'on vend, un outil, une solution à un client qui date de plusieurs années, plusieurs décennies, où est-ce que on vendait à gros prix une solution qui était plus ou moins adaptée aux besoins du client. Aujourd'hui, on peut plus se permettre ce modèle-là parce que, tu le sais, notre compétition est mondiale maintenant. Donc, nos clients, c'est très précieux. Puis le but qu'on veut atteindre, c'est comme je disais, c'est oui, de faire la première vente, mais surtout établir une relation d'affaires. En anglais, on dit build the trust, là, mais bâtir la confiance dans le but de créer un partenariat à long terme. J'ai des clients chez nous qui sont là depuis 2010, puis sont encore là aujourd'hui, année après année. Évidemment, les solutions évoluent toujours. C'est une partie clé de notre succès aussi, c'est-à-dire d'être en mesure de faire grandir notre marché année après année, pas parce qu'on se dit ça y est, on va aller dans tel marché, mais c'est parce qu'on est à l'écoute de notre clientèle, puis on regarde c'est quoi les besoins qu'ils ont, puis comment on peut intégrer des solutions qui vont répondre à leurs besoins à même notre plateforme qui est Remote Desktop Manager, pour pas la nommer, là. Aujourd'hui utilisée par plus de 800 000 utilisateurs d'ailleurs, comme vous allez voir, comme le titre le dit, mais de justement, puis bâtir ce partenariat-là. Puis aujourd'hui, je le mentionnais tantôt là, à SaaSnord à Ottawa, puis je vous le dis, ça a été toute une conférence, mais on parlait beaucoup de récession pour les 2 prochaines années, des temps plus difficiles au niveau de l'économie. Puis un des messages clés qui avait été véhiculé, c'est vraiment le growth depuis 10 ans qu'on vit là, dans l'économie, surtout en techno, là. C'est-à-dire, tant que vous avez du growth, on va vous filer de l'argent par en arrière pour pouvoir bâtir. Ben aujourd'hui, on arrive à un moment où ce que la profitabilité doit d'abord et avant tout être mise de l'avant parce que les valves sont plutôt fermées, je vous dirais, de ce qu'on a lu et entendu. Puis peut-être 2 choses intéressantes là-dessus, parce qu'on a eu des discussions dans les dernières journées ensemble. Peut-être expliquer à l'auditoire qu'est-ce que SaaSnord et si tu le recommandes. Puis on pourrait peut-être parler de la règle du 40% aussi. Je pense que ça pourrait être super intéressant pour ceux qui nous écoutent, là. C'est une super bonne question. En fait, SaaSnord, c'est la première fois qu'on y allait. C'est une conférence qui se tient à Ottawa depuis 2016. Puis c'est directement en lien avec si vous êtes une entreprise
en logiciel informatique, en mode SaaS subscription ou même en mode de licensing, là, licence perpétuelle. C'est très, très, très orienté sur nos modèles d'affaires, autant au niveau marketing, au niveau vente, commercialisation. Il y a eu beaucoup aussi sujet du succès client, là, le Customer Success Management dans les entreprises, justement parce que le message, c'était vous devez bâtir sur la clientèle que vous avez présentement parce que commencez à pensez que vous allez continuer d'acquérir toujours des nouveaux clients comme vous l'avez fait au courant des 10 dernières années. Ça va être plus difficile dans les 2 prochaines années. Ce qui m'amène justement à ta deuxième question, la Rule of 40 ou la règle du 40%, c'est-à-dire en technologie, en entreprise technologique, en software plus précisément, c'était la règle du 40% où votre growth rate ou votre taux de croissance plus les EBITDA que vous étiez, le pourcentage d'EBITDA que vous étiez capable d'aller chercher sur vos revenus. Si les deux additionnés donnaient 40%, vous étiez considéré comme une entreprise en très bonne santé. C'est-à-dire que vous pourriez avoir, il y a des entreprises qui avaient un taux de croissance de 50-60%, aucune profitabilité, pouvaient faire des EBITDA de moins 10, moins 20%. Tant que ça arrivait à 40%, il y avait des partenaires financiers derrière, surtout là, vous comprenez, là, aux États-Unis, soit dans la Silicon Valley ou ailleurs, là, Austin, Texas ou dans la région de Washington, Boston, mais il y avait un flot constant d'argent pour feeder cette machine-là de croissance. Puis aujourd'hui, tu vois, là 2 semaines, on était justement là, à SaaS Nord, puis les VC là-bas, on les sentait, un, nerveux, puis 2, ils disaient, oubliez la Rule of 40 pour les 2 prochaines années. Là. Ça va être dur d'atteindre ce benchmark-là, si vous voulez. Puis où est-ce qu'avant, ils mettaient beaucoup d'emphase sur la croissance, maintenant, ils vont mettre beaucoup plus d'emphase sur la profitabilité. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher des taux de croissance énormes, quitte à pas faire de profit, mais là, on va voir apparaître l'inverse. On veut un bon 10, 15, 20% de profitabilité, un 10, 15, 20% de taux de croissance. On arrive à 40 ou presque et on va être considéré comme ce qui, à mon avis, je sais pas si t'es d'accord, mais ça reflète un peu plus logiquement, tu sais, on veut créer de la valeur, on veut créer des bénéfices pour l'ensemble des parties prenantes dans l'entreprise. Là, en anglais, on dit les stakeholders, right? Chez nous, on parle beaucoup, le système dans lequel on vit, l'entreprise était là pour, on va dire historiquement ou anciennement, hein, vous le savez, l'entreprise est là pour générer du revenu aux shareholders, right? Puis maintenant, aujourd'hui, on parle beaucoup de B Corp, de ESG, entre autres. L'approche stakeholders, c'est-à-dire autant les employés, la direction, la gouvernance, les fournisseurs, les clients, même la communauté d'affaires dans laquelle vous vivez. Tout le monde, l'entreprise a un rôle à jouer dans l'ensemble de ces éléments-là. Puis c'est là qu'on est, nous, comme compagnie. Puis la profitabilité fait partie intégrale de ce système-là, c'est-à-dire pour créer de la valeur quelque part, d'avoir une entreprise qui est en très forte croissance, mais qui génère pas de revenus. C'est un modèle qui est bon dans des périodes économiques très, très, très croissante, mais aussitôt qu'on sent là, comme aujourd'hui que la machine est un peu plus en danger, ben là on va voir. Puis ça l'amène à des opportunités d'ailleurs. On en parlait au lunch justement d'embauche, sûrement aussi d'acquisition. Il va y avoir beaucoup de talents, je pense, qui vont être disponibles pour les gens qui sont qui sont profitables depuis des années, puis qui ont peut-être les reins plus solides que d'autres. Puis eux sont prêts à aller peut-être chercher un employé plus un talent, une petite business, une entreprise sympathique qui pourrait ramener de la valeur chez vous. Là, je pense que ça va être des très bonnes opportunités à aller chercher là, dans les prochaines années. Effectivement. Puis comme Winston Churchill, dans une de ses nombreuses phrases, disait ne jamais gaspiller une bonne crise. Donc, et voilà. Dans chaque crise, je pense qu'il y a des bonnes opportunités. Tout à fait. Puis si on résume, dans le fond, c'est quand l'économie va bien, les financiers vont beaucoup chercher de la croissance dans les chiffres des entreprises. Quand c'est une pente descendante, à ce moment-là, ils vont plus se rabattre sur la profitabilité. Ce qui est logique au bout de la ligne. Exact. Puis, tu sais, on connaît la mécanique, là, où en fait, la mécanique d'un VC, un venture capital des États-Unis ou même du Québec, ils veulent une stratégie de sortie, right? Ils vont investir chez vous en se disant, d'ici 4 à 5 ans, ça me prend une stratégie pour sortir, reprendre mon investissement et plus, évidemment. Et ça passe souvent par des IPO, right? Des initial, le nom m'échappe, mais proposal offering là, pour aller en bourse, finalement. L'année passée, au Canada, en technologie, il y en a eu, en fait, là, 2 ans, il y en a eu 16. L'année passée, il y en a eu 1. Ce qui veut dire que le marché, il est très, très, très frileux à justement à fournir ce cash-là pour pre-IPO qu'on appelle, là, faire le bridge. Donc, on le sent même que même au niveau des VC, faire l'exit strategy puis aller en bourse,
c'est plus difficile que ça l'était il y a 2 ans, puis ça les rend très, très, très frileux, justement, s'il n'y a pas d'exit stratégie, ils investissent pas à la base, tu sais. Ça fait partie de la game. Le marché change, puis je pense qu'il faut s'adapter dans chacune de nos entreprises. Je nous ramène une crise, il y a des opportunités, tu l'as dit, puis effectivement, voilà. Effectivement. Je nous ramène au titre de l'épisode qui est quand même assez fascinant, de 8000 à 800 000 utilisateurs là, dans le produit, dans les différents produits et sous-produits que vous avez développés. C'est assez impressionnant comme croissance. Maxime, parle-nous un petit peu de ça. Quand toi, tu es rentré, là, ça ressemblait à quoi? Puis comment vous avez réussi là, à rajouter 3 zéros là, carrément sur la quantité d'usagers dans le système? Là? Ouais, écoute, c'est drôle parce qu'on en parlait juste avant d'entrer au podcast avec des collègues ici. Puis, tu sais, on a fait beaucoup, puis je vais l'expliquer, là, inquiétez-vous pas, mais on a fait beaucoup d'actions chez Dévolution au gut feeling. Tu sais, je dis shoot from the hip, là, mais tu sais, en ayant en tête de faire les choses pour la bonne raison, d'abord et avant tout. On en parlait tantôt, créer des partenariats. Puis chez nous, ça se transpose en... Tu sais, quand je suis rentré, moi, en 2012, environ ça, là, 8000 utilisateurs, il y avait, tu sais, toute la phase de traction avait été complétée. Tu sais, right? Tu sais, chez vous, là, ou dans vos entreprises, ceux qui sont à l'écoute, mais quand tu pars une business, il y a toujours une période de traction, 1 an, 2 ans à voir, tu sais, est-ce qu'il y a une vraie demande sur le marché pour mes produits? Est-ce que je réponds à un besoin réel? Puis, il y a une façon de le savoir, en fait, c'est de mettre le produit, moi je l'appelle, tu sais, le lancer dans la nature, là, mais est-ce que is it gonna stick? Tu sais, est-ce que je peux avoir un certain nombre d'utilisateurs? Puis cette phase-là était terminée chez nous. Donc de 2010 à 2012, quand moi je suis arrivé, on était plus en mode fit to market. On était rendu à l'étape, bon, c'est quoi la meilleure façon de développer notre modèle d'affaires, d'atteindre nos utilisateurs? C'est qui ces utilisateurs-là aussi? Sont situés où géographiquement? Dans quel secteur d'activité? C'est quoi leur, j'en parlais tantôt, mais jobs to be done, là, c'est quoi leur travail au day-to-day, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire avec nos outils. Donc, on était là-dedans en 2012. Moi, je rentre, donc on était en mode très inbound marketing dans le temps. C'était assez nouveau, en fait. Là, les gens d'HubSpot là, qui avaient commencé ils roulaient beaucoup là-dessus. HubSpot venait d'être fondé. Là. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde connaît HubSpot, mais dans le temps, c'était encore très, très, très récent. Les modèles d'inbound marketing, certains modèles étaient quand même déjà bien implantés, mais c'était encore très, très nouveau. Fait qu'on était là-dedans. On a eu la chance d'être dans le programme Croissance Québec Techno à l'époque, qui était un programme où les gens du MIT, en fait, de l'école d'entrepreneurship du MIT à Boston, venaient ici au Québec pour différentes... ça durait 1 an, on avait différentes sessions là tous les mois. Fait qu'on a eu la chance d'avoir une espèce de MBA exécutif super condensé et rapide là, sur une période d'1 an pour aiguiser nos couteaux, nos haches, nos outils, puis savoir, c'est mettre en place une stratégie de vente qui était reliée principalement sur tout ce qui était inbound marketing. Fait qu'on a commencé avec ça, dans le temps, c'était beaucoup créer le blog, créer nos listes d'envoi de courriels, les newsletters, dans le temps, les médias sociaux aussi, c'était assez récent en B2B, right? C'est-à-dire, on en parlait cette semaine, mais sur Facebook, dans le temps, là, on mettait un article en B2B, tu disais, je sais pas, tu parlais d'un article de blog, par exemple, qui illustrait un use case d'un de tes clients. Tu mettais ça sur Twitter, Facebook, ça reachait là, des 5, 10 000, 15 000 views. Tu payais pas une scène, right? Évidemment, aujourd'hui, c'est plus faisable. Là. Facebook a compris très, très bien c'était quoi il était où le marché, hein? Comment? Puis ils font exprès justement pour pas qu'on ait de reach en organique parce qu'ils veulent qu'on paie maintenant aujourd'hui, là. Effectivement, aujourd'hui, pour avoir ces mêmes chiffres-là, ça coûte... Tu sais, c'est toujours relatif, les budgets, mais aujourd'hui, tu n'as plus le choix de payer. Tu sais, on s'entend, là, on parlait de LinkedIn d'ailleurs, que certains d'entre vous utilisent certainement, qui est un outil qui est ultra puissant en termes de business parce que tu peux aller vraiment pinpointer ton persona, ton user, puis mais il y a un coût relié à ça. Tu sais, on parlait... tu vois, il y avait une conférence, tu étais là aussi, sur TikTok aujourd'hui, tu peux avoir c'est assez impressionnant. En fait, TikTok en B2B, bon, OK, on peut en discuter, on pourrait faire un épisode entier sur les médias sociaux si tu veux éventuellement, mais tu sais, TikTok, là, il y a des brands présentement, surtout dans le B2C, ils font du 1 million, 2 millions, 3 millions de views avec un vidéo organique, mais d'ici 12 mois, comme les gens chez
chez Substance nous disait, ça va être monétisé ça aussi. Là. Ils laisseront pas aller. C'est comme un teaser qu'ils donnent au début, puis après ça, ils s'arrangent pour le monétiser. Donc, ça, on vient en 2012, on est là-dedans. Donc, beaucoup de traction dans ces années-là. On bâtit là, notre base d'utilisateurs. On a un price point. Moi, quand je suis rentré, on était à $20 par utilisateur par année. Pour vous donner une perspective, 10 ans plus tard, on est rendu à $300 US par utilisateur par année. Donc, ça fait partie intégrante de la stratégie aussi, là. On parlait du MIT il y a quelques minutes, un Ken Morse qui était le head du département, tu sais, une des premières rencontres qu'on fait avec lui, il dit aujourd'hui, vous allez retourner chez vous, puis il dit j'ai pas regardé vos affaires encore, là, mais augmentez vos prix. Lui, c'était la première affaire qu'il nous donnait, c'est vous chargez pas assez cher, c'est sûr et certain. C'est une suggestion, mais c'est un food for thought, right? Au moins, il faut que tu aies la réflexion de dire c'est quoi ce pricing model là. Il y a plusieurs écoles de pensée, plusieurs façons de déterminer ton bon pricing model, mais définitivement, on est rarement trop cher. On est souvent pas assez cher. Puis ce que ça fait, c'est oui, on laisse de l'argent sur la table, mais tu laisses beaucoup d'opportunités de faire croître ta business parce que t'es pas assez focusé sur la valeur que tu apportes peut-être, ou t'as pas assez confiance en ce que tu fais, ou peut-être que ton marché est pas assez bien défini, donc la valeur que tu apportes est trop spreadée sur différents secteurs. Mais grosso modo, c'est trouve ta niche. Puis eux autres, ils parlaient de total global domination, là, puis c'est ça qu'on a appliqué chez nous, c'est-à-dire trouvez-vous une niche aussi mince soit-elle, puis t'es-tu avec le même message à SaaS Nord, ou si le marché que vous pouvez aller chercher, c'est un marché qui est global. Donc, même si vous avez un produit qui est extrêmement niché dans un secteur très précis, vous avez des gens qui sont prêts à payer très, très cher pour un service, le service ou le produit que vous allez offrir. T'sais. Donc, définissez cette niche-là. Puis là, je reviens à ta question, là, ça suit, mais en 2012, on est là-dedans. Là. C'est quoi cette niche-là? OK? C'est qui nos personas? C'est quoi le prix qu'on peut vendre à notre marché? Fait qu'on on est tous en train de définir ces questions-là dans le temps. On définit c'est quoi nos outils principaux. Donc, je parlais tantôt du blog, les médias sociaux qui étaient dans un hype. Dans ce temps-là, c'était le Klondike. Là. On avait un forum de discussion chez nous qui était utilisé par dans ce temps-là, là, je te dirais, tu sais, il y a plusieurs courbes de marché. Tu as les early adopters quand il y a une solution qui sort, le crossing the chasm, là, pour ceux qui connaissent peut-être le principe. On était dans un marché qui était très, très early. Fait que c'est des gens qui sont très enclins à travailler avec toi pour développer ta solution, sont très friands de nouvelles technologies, ils veulent s'impliquer dans le développement de ton produit. Donc, d'avoir un forum de discussion à l'époque comme ça, puis encore aujourd'hui, c'était un moyen ultra efficace d'avoir du référencement en long tail chez nous au niveau du SEO, faire participer la communauté, bâtir une communauté autour du produit. Ça a été là un super gros outil pour nous autres, pour notre croissance. Au niveau des sites web, bon, on avait un peu, tu sais, c'est bootstrappé, donc j'utilisais un dev, 4-5 heures par semaine, un dev qui était chez nous dans le temps pour faire un peu de web, il faisait un peu de design par la bande, puis on se bootstrappait comme ça. Tu sais, je te montrerai ceux qui ont Time Machine ou ceux qui connaissent Time Machine, là, allez voir ça là en 2012, qu'est-ce que ça avait de l'air, puis on a grandi beaucoup depuis le temps, mais bon, c'est une autre époque. Fait qu'on était là-dedans en lead generation, tu sais, peaufiner c'est quoi nos customer journeys. Quand quelqu'un rentre sur le site web, le trial, une démo peut-être, on était très early dans ces processus-là dans le temps pour l'industrie, pour chez nous. Puis on a bâti une communauté tout simplement à travers différents outils comme que je te le mentionne. Ce que ça a permis de faire, entre autres, puis j'en parlais à quelques collègues là, justement cette semaine au Big Bang, mais on est très bons, les entreprises, habituellement, à mettre des efforts et de l'argent et des ressources dans le top of the funnel, OK? C'est-à-dire trouver c'est qui ces leads-là, demand generation, lead generation. Ensuite, on les passe aux ventes, OK? Typiquement, on les emmène dans un scénario de vente assez rapidement dans le but de closer ces leads-là. Mais entre les deux, on se pose pas trop la question, tu sais, qu'est-ce qui se passe entre ces deux étapes-là, tu sais? En marketing, tu le sais, c'est vendre le bon produit à la bonne personne au bon moment, au bon prix. Mais ça veut pas dire que quelqu'un qui rentre chez vous, il est nécessairement prêt à acheter. Il veut peut-être juste, tu sais, kick the tire ou venir voir un peu qu'est-ce que ça peut faire chez eux. Puis souvent, on le rencontre ici, ça peut être la bonne solution au bon prix à la bonne personne, mais c'est peut-être pas le bon moment
vraiment chez eux, bien que il y a plusieurs livres qui vont vous dire non, si chez vous, c'est parce qu'il y a un besoin. Ben oui, les gens ont des besoins, mais des fois, ils se rendent pas compte que le besoin est peut-être plus complexe que ce qu'ils pensent, ou ils ont juste pas les ressources nécessaires, ils veulent juste venir voir pour le programmer dans 6 mois, on sera rendu là dans mes budgets, dans mon, tu sais. Ce que je veux dire, c'est il faut réussir, puis ça, c'était mid-funnel, à garder ces gens-là qui rentrent chez vous, actifs dans votre communauté, avec un forum. Faites-leur downloader un e-book, un white paper, laissez-les, inscrivez-les à une infolette. Chez nous, il y a beaucoup une version gratuite de nos outils. Donc, les gens, si c'est pas le bon timing ou ils n'ont pas le budget nécessairement, ils vont utiliser la version gratuite, par exemple. Ce qui fait qu'ils restent top of mind, right? Chez des clients. Donc, les leads qui rentrent, même s'ils sont pas closés, ils restent dans ton environnement, dans ton écosystème. C'est là par plusieurs moyens, des communications, marketing X, des trade shows. J'ai vu la solution. J'ai parlé à un de vos reps le 6 mois. C'était cool ce que vous faisiez, c'est vrai. Je vais regarder ça encore, puis je vous reviens. Puis là, tout d'un coup, pouf, il retombe dans le cycle de vente pour le closer. Fait que c'était mid of the funnel là, ça a été, je te dirais, notre pain puis notre beurre, nous, depuis une dizaine d'années, encore aujourd'hui, là, de garder actif à travers des communautés. Maintenant, on a des communautés sur notre forum de discussion, on a des communautés d'ambassadeurs chez nous, des affiliate programmes, mais trouvez une façon chez vous que quand quelqu'un rentre dans votre écosystème, de le garder actif dans votre écosystème, même si c'est pas par une vente, mais donnez-leur quelque chose pour qu'il reste top of mind chez vous. Vous avez une idée de produit techno à développer et vous vous demandez, suis-je prêt à le faire? Bonne nouvelle, dev2co.com rend à votre disposition un mini questionnaire gratuit en ligne qui vous permettra de parfaire votre réflexion et surtout de valider à quel point vous êtes prêt ou non à démarrer le développement de votre idée technologique. Rendez-vous au dev2co.com/évaluation, DEV le chiffre 2 CEO.com/EVALUATION. Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Je pense qu'en cours de route, vous avez utilisé 2 techniques un petit peu qui sortent de l'ordinaire. La première, c'était la fameuse technique de la bande dessinée. Je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de ça. Puis est-ce que c'est encore actif aujourd'hui? Là? Ben oui, c'est encore très actif. On a une bande dessinée qui s'appelle Sysadminotaur. On pourra mettre le lien dans la description du podcast. Mais Sysadminotaur, c'est un artiste qu'on connaît bien chez nous maintenant. On travaille ensemble depuis 10 ans, évidemment. Patrick Desilets, pour pas le nommer. On cherchait, dans le temps, on était beaucoup dans on entend moins parler aujourd'hui, là, mais tout ce qui était le growth hacking, là, tout ça, là, tu sais, trouver des façons de déjouer les outils d'SEO, puis trouver des moyens de faire connaître son outil finalement en passant par les chemins non balisés. Puis un des trucs qu'on avait fait, en fait, il y a 2 choses qui me viennent à l'esprit quand tu me poses la question. La première, je vais passer vite fait dessus, mais ça montre un peu l'audace qu'on avait dans le temps puis qu'on a encore aujourd'hui. Là. Mais David Hervieux de lui-même allait mettre nos outils sur les sites de pirates dans le but de créer, tu sais, quand je te dis le mid-funnel, c'est-à-dire qu'un utilisateur chez nous, même s'il n'est pas payant, s'il utilise le produit, un jour, il va finir par grandir, il va arriver dans une entreprise, il va se faire engager. Donc, ce qu'il avait fait, c'était une super bonne idée, c'est qu'il allait sur plein de sites de pirates, de logiciels piratés, right? Puis il mettait la serial key avec le logiciel à downloader. Je me souviens plus des noms, là, Pirate Bay, affaire là dans le temps, là, que vous connaissez peut-être. Là. Puis ça, c'était une décision qui se disait, moi, je veux juste que le monde l'utilise, tu sais, pour avoir ma traction, justement. Je veux ma communauté, je veux que le monde l'utilise. Fait que David, je me souviens très, très bien, on travaillait ensemble, on arrivait le matin, on faisait la revue des sites web pirates, puis on updatait les versions, on mettait des nouvelles clés pour que le monde puisse se downloader. Puis ce que ça faisait, c'est que le monde, il pensait bien nous hacker. C'était comme, tiens, méchante société capitaliste. Puis en réalité, il nous aidait à faire connaître l'outil, right? Puis je te dirais que ça a été un super succès. En tout cas, bref, c'est un autre sujet, mais c'est une bonne technique de growth hacking, honnêtement, parce que là, l'usager pense qu'il est tombé sur quelque chose, mais en réalité, c'est sûr là, que cette personne-là que vous avez, entre parenthèses, contaminée, comme tu dis, un jour, va finir par l'acheter une licence ou changer d'entreprise. Parce que ça, c'est une autre chose que vous avez beaucoup observé à travers le temps, c'est la personne qui achète dans l'entreprise finit par aller éventuellement dans une autre entreprise. Donc, si vous l'avez bien servi, si vous avez fait un effet wow, il va vous faire rentrer dans l'autre entreprise par après. Là. Tout à fait. Puis juste pour terminer avec la bande dessinée, c'est qu'on cherchait dans le temps un moyen
on cherchait, dans le temps, tout ce qui était viral, c'était un buzzword, là. Dans le temps, tout le monde cherchait à faire du contenu viral, puis on se demandait, bon, qu'est-ce qu'on peut faire en B2B, contenu viral. Puis finalement, l'idée de la BD est arrivée, puis on rencontre Patrick Desilets. Ce qu'on fait avec Système Minotaur, là, systèmeminotaur.com, c'est qu'on relate de façon très humoristique, des fois absurde, des fois, avec un ton toujours humoristique, mais des faits reliés à tout ce qui est IT ou technologie. Donc, on le met dans notre infolette depuis le tout début, dans le newsletter d'Évolution. Il y a des gens qui nous suivent, qui suivent l'infolette principalement pour la BD. Puis non seulement on est content, on est fiers de ça parce que d'avoir une communauté maintenant aujourd'hui, c'est 200 000 utilisateurs qui reçoivent l'infolette à tous les mois. Puis une certaine fierté à garder ces gens-là avec nous parce que on le sait maintenant avec les tonnes d'emails qu'on reçoit. Puis ça, on pourra en reparler aussi dans un autre épisode, l'avenir des emails en marketing. Là. Mais la BD chez nous, c'est un outil publicitaire sur Reddit, entre autres. Je me souviens très, très bien. On amenait les gens de Reddit à notre blog, puis on avait des spikes. À toutes les fois qu'on postait un Système Minotaur, c'était 25, 30, 40 000 utilisateurs de Reddit qui tombaient sur notre blog. Puis là, tu vas me dire, oui, mais Max, c'est pas des utilisateurs qualifiés. Mais je m'en fous parce que Google, il savait pas ça. Google, là, 40 000 users qui vont sur ta page, qui regardent 2-3 Système Minotaur. Pour eux, c'est du trafic legit, puis ça augmente ton domaine authority, tes page authority, là, pour ceux qui sont un peu plus techniques, là. Mais ça fait en sorte que tu es capable de gagner du ranking dans Google pour tes solutions, tes keywords. Fait que c'était une façon dans le temps, en growth hacking encore, de faire arriver un paquet de trafic sur nos sites, puis gagner justement en autorité sur les moteurs de recherche, principalement Google encore aujourd'hui. Là. Fait que c'était... ouais. Puis tu m'as parlé de ça, je pense qu'il y a 5-6 ans de ça aujourd'hui, puis j'ai entendu personne d'autre utiliser ce genre de technique-là jusqu'à aujourd'hui. Fait que vous avez été très, je dirais, innovant un peu dans cette technique-là, mais il y a personne à date en tout cas que je connais, qui a tenté d'imiter tout ça. Puis ça vous a donné quand même un bon levier parce que effectivement, la stratégie cachée derrière tout ça aussi, c'est le ranking dans Google, puis la notoriété du domaine aux yeux de Google. Faut pas négliger ça, là. Fait que ça vous a beaucoup bénéficié en cours de route, là. Ouais, puis encore aujourd'hui, hein, on le disait, les gens suivent les infolettes pour Système Minotaur, entre autres, puis par la bande, ils reçoivent le contenu, plus business ou plus éducatif, là, dans les bonnes pratiques. Mais même chose, là, aujourd'hui, notre blog, nous, c'est 35 000 visiteurs uniques par mois chez nous. Puis tu sais, quand tu écris des articles de blog, c'est sûr que tu veux soit tu veux influencer, soit tu veux être en thought influencing, right? Créer une demande, là. De demand generation, ça veut dire c'est quoi ton industrie? Tu sais, on s'adresse aux petites moyennes entreprises, OK? 1000 employés et moins, c'est notre target market, on en parlait en début de podcast, tu sais, notre niche à nous, c'est 1000 employés et moins. Ça fait 10 ans qu'on le répète, on est encore là aujourd'hui. Puis au niveau de la sécurité informatique, c'était pas un sujet, là, même 3, 4, 5 ans. Dans la petite moyenne entreprise, là, on le savait vers où on s'enlignait, on voyait les trends arriver de notre côté, on travaillait avec des gens en sécurité, puis les outils se raffinaient de plus en plus, puis on le sentait venir, là, que le ransomware, ça s'en venait, c'était de plus en plus populaire, puis on disait à nos utilisateurs, ajustez aujourd'hui, c'est le temps là, d'investir dans des outils comme les notes parce que ça va vous aider. Puis on l'a pas dit, là, mais j'aurais peut-être dû le présenter en tout début, mais nos outils nous servent à gérer tout ce qui est connexion à distance, mot de passe et accès privilégié dans les départements TI de travers le monde. Donc, peu importe le secteur d'activité, l'industrie, si vous êtes un travailleur en TI, chez nous, c'est un client potentiel. Donc, grosso modo, c'est 10 millions d'utilisateurs potentiels dans le monde. OK? Donc, si je reviens à ce que je disais, c'est là, aujourd'hui, notre target market qui était très mal desservi par les grandes entreprises, d'ailleurs, il y avait d'autres compétiteurs dans notre secteur, mais principalement, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils offraient des solutions extrêmement chères, très, très lourdes à supporter, à maintenir, des coûts, comme je dis, très chers. Tu sais, c'était à coût de centaines de milliers de dollars, sinon de millions. Puis là, la petite moyenne entreprise qui avait les mêmes challenges, mais qui n'était pas encore très exposée parce que pas très targetée par les hackers de ce monde puis les cyberattaques, ils trouvaient pas leur compte, right? Puis nous, on arrivait avec des solutions qui étaient abordables, qui étaient spécifiquement construites pour les petites moyennes entreprises. Puis là, aujourd'hui, on arrive, puis ça n'a jamais été aussi d'actualité, right? Chez tes clients, tu dois le sentir. Un peu partout, là, on s'en rend compte que, le ransomware, c'est pas parce que tu es une petite entreprise de 30-35 employés, tu es à l'abri. Au contraire, ce qu'on se rend compte sur le marché, c'est que les PME sont bien moins préparés que les moyennes grandes entreprises de ce monde, que eux sont très au fait depuis une dizaine d'années de cette réalité-là. Donc, c'est sûr que notre marché il a beaucoup évolué au fil des années. Nos outils se sont perfectionnés aussi.
On a passé des outils qui étaient très productivité pour commencer, qui est encore vrai aujourd'hui, mais on a rajouté toute une couche de sécurité maintenant, justement pour aider nos utilisateurs à contrer ces attaques-là. On parlait ensemble de techniques innovantes, de s'auto-pirater, de la bande dessinée, de vraiment entre le marketing puis la vente, de s'occuper de nos clients puis de les nurturer par après, le forum, Reddit et compagnie. Est-ce qu'il y a d'autres techniques que vous avez utilisées qui vous a vraiment permis d'avoir un effet de levier pour partir de 8 000 à 800 000 usagers aujourd'hui dans le système? Là? Ouais, c'est une super bonne question. Puis j'ai envie de te répondre avec le support qu'on offre à nos clients chez nous, qui est moins orienté. En fait, je dis que c'est moins orienté marketing, mais à quelque part, c'est un outil marketing. C'est peut-être notre meilleur outil marketing. Ça, c'est dit. Les gens, quand ils achètent vos produits, le produit doit tout d'abord répondre à un besoin réel, puis s'attendre à ce que ça se fasse. Mais entre deux compétiteurs, ce qu'ils veulent acheter d'abord et avant tout, c'est l'entreprise. T'sais. Puis toute l'équipe chez nous de support technique, puis tu peux même mettre là-dedans toute l'équipe l'équipe de vente, l'équipe de customer success. On a toujours pris un soin. J'ai une anecdote pour toi là, qui est excellente d'ailleurs, mais en partant du CEO, David Hervieux, jusqu'à notre première ligne chez nous de support, tout le monde est très conscient que chaque client doit être répondu dans un délai qui est réaliste et réalisable, qui fait du sens, puis on est à l'affût, on monitorise l'ensemble de nos points d'entrée chez nos clients. Puis une anecdote, puis ça tu vas l'aimer je pense, mais en 2012, il y a quelqu'un qui écrit un dimanche matin sur le forum de discussion de dévolution, il y a un problème avec l'outil. Dans le logiciel informatique, là, des bugs, là, il y en a, puis ça va toujours rester. Là. Il y a personne qui fait du code, pas de bug. Là. Puis une des raisons d'ailleurs pour ça que j'ai entendu dernièrement, c'est bon parce que on disait souvent, on se faisait comparer une chance que les ingénieurs qui construisent des ponts, une chance c'est pas des programmeurs qui construisent nos ponts, tu sais. Puis là, là, on se posait la question, on était, ouais, OK, tu sais, on comprend le concept, mais tu sais, le pont, lui, un coup qu'il construit, ça bouge plus après, tu sais, il est là, puis les rives, demain matin, ils décideront pas de faire 300 mètres, puis là, faut te reconstruire une partie. Tandis qu'en logiciel, c'est toujours, tu sais, vous le savez, c'est toujours les environnements dans lesquels vous évoluez, les besoins changent toujours, c'est continuel, fait qu'il faut toujours être en mode, tu sais, réactivité, puis des nouvelles versions, etc., vous le savez. Donc, il y a un bug qui arrive un dimanche matin sur le forum, David Hervieux, président de Dévolution, répond sur le forum, dit « OK, c'est beau, je regarde ça, je vous reviens. » Puis quelques heures plus tard, il donne voici le lien pour la nouvelle version, j'ai fixé votre bug, essayez ça. T'sais. Fait que le gars, il revient, « Wow, ça a fixé le truc, merci, c'est vraiment super, bonne journée. » On est au mois de juillet, là, OK, en 2012. Au 27-28 décembre 2012, on traquait ce qui se disait, c'est Google Alert dans le temps que j'utilisais. Dévolution, outil de l'année, SQL Magazine, Puis là, je suis comme, ça sort de où cette affaire-là, tu sais? L'éditeur en chef du magazine, c'était le gars du dimanche matin qui avait un bug. C'est bon, ça. Le gars, il était comme, il dit, si le CEO de la business me répond un dimanche matin, il dit, cet outil-là, tu sais, il doit avoir effectivement quelque chose derrière, puis tu sais, c'était solide, là. Mais pour venir sur service client, l'effet wow, tu sais, du growth hacking, mais le taux de réponse qu'on doit fournir aux gens, encore plus aujourd'hui, hein, on est dans un mode où on veut tout acheter puis ça soit livré chez nous en dedans de 24 heures. Là. La réactivité de vos équipes de vente, vos équipes de support, c'est primordial en termes de service à la clientèle, encore plus aujourd'hui qu'avant. Du pourquoi d'ailleurs, j'ai un sérieux doute sur les emails pour les années futures. Là, on voit des trucs maintenant avec Slack for Sales. Là, c'est assez incroyable là, ce que les gens sont capables d'accomplir avec un outil comme Slack pour connecter avec leurs clients potentiels, leurs prospects. Puis ce que je veux dire par là, c'est que les courriels, il y a un paquet de façons que le courriel se rende juste jamais dans les boîtes. Là, on le sait maintenant. Là, on a un paquet d'outils pour justement s'assurer que les emails qu'on reçoit, c'est tous des emails legit, pas de spam, etc. Mais dans une optique de bâtir des partenariats, par exemple, tu rajoutes une connexion sur Slack avec un de tes clients, puis tu peux juste te poker, dire « Hey, j'ai tel besoin, telle affaire. » Enlève toute la formalité du email, le « Hello, good morning, monsieur Léveillé » avec une signature, une belle petite image, puis
juste être en mode discussion, en mode chat avec tes clients, c'est un outil chez nous. Le chat en ligne, entre autres. Le forum, c'en est un aussi, tu sais, d'être capable de connecter rapidement, d'une façon très authentique, très genuine, puis très rapide. Ça a été une valeur chez nous qui a été grandement un facteur de succès là puis encore aujourd'hui, peut-être plus que jamais en fait. Puis on investit aussi beaucoup là-dedans. Puis un bon truc que je me souviens que tu nous avais donné il y a plusieurs années de ça, c'est vous avez des usagers un petit peu partout à travers le monde, donc il y a des demandes qui vont rentrer pratiquement à n'importe quelle heure. Mais si on n'est pas capable tout de suite de répondre complètement à l'usager, ben c'est au moins de lui retourner une question pour renvoyer ça un petit peu de son côté. Au moins l'usager a une perception qui commence à être déjà pris en charge. Des fois, l'usager va prendre énormément de temps avant de répondre, donc on se gagne du temps pour réussir à bien lui répondre. Puis même si on a peut-être déjà la réponse à la question qu'on a posée, là, sur quel navigateur vous êtes ou quelle version de Windows vous avez, peu importe. Donc juste ça vient faire, je pense, une bonne différence dans la valeur perçue de prise en charge de l'usager de l'autre côté. Puis c'était un bon truc que je pense que c'était toi qui m'avais donné ça à l'époque, que je répète tout le temps à tout le monde maintenant aujourd'hui. Puis je pense que vous le faites encore chez vous probablement aujourd'hui. Là. Ouais, puis ça revient à ce qu'on disait tantôt, faire vivre ces gens-là dans votre écosystème. Tu viens de le dire que même si c'est un simple échange courriel, puis effectivement, t'as pas la réponse tout de suite, au lieu de le faire attendre là pendant 10 heures ou 8 heures ou 5 heures, en se disant je vais y revenir en fin de journée parce qu'il faut que je rencontre mon product owner dans telle affaire, mais juste revenir en disant j'ai reçu votre question, j'ai besoin, parce que tu le sais par expérience à un moment donné, tu sais, quand tu veux escalader l'étiquette ou peu importe, les questions sont tout le temps les mêmes. C'est quoi la plateforme? Fait que pourquoi pas prendre un raccourci puis juste dire je prends votre billet, votre demande en main, maintenant j'aurais besoin de ces 2-3 informations-là. Puis là, le gars, comme tu dis, ça te gagne du temps, ça te permet le client s'en pris en charge rapidement. Il sait qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne. Puis ça aussi, on parle de support, puis on est beaucoup de ce temps-ci, il y a beaucoup de discussions par rapport à, on a eu hier, avant-hier d'ailleurs, dans notre panel au Big Bang, mais tu sais, tout ce qui est self-service versus, on va dire, human-assisted, où tu sais, tout le monde en SaaS ou en business disent, on va documenter l'ensemble de nos solutions à un point où ce que les gens, s'ils ont une question, ils vont juste aller chercher dans notre documentation center, notre L Center, puis il y a des outils là, ultra performants aujourd'hui, là, on le utilise pratiquement tous les jours quand vous avez un problème avec XXX, mais il faut pas sous-estimer que dans une société comme on vit aujourd'hui, les gens sont habitués d'aller sur un site, puis d'aller sur un chat, puis que c'est un chatbot, puis d'aller sur un site web, puis marquer dans une search bar en haut, tu tapes ton problème, ça me donne 3-4 articles, puis mais tu sais c'est qu'ils sont plus habitués, c'est d'avoir un être humain à l'autre bout qui fait comme oui, je suis là pour vous aider, puis non, je suis pas un robot, puis donnez-moi votre numéro de téléphone, je vous appelle dans 2 minutes. Puis là, tu vas me dire, tu sais, c'est logique, là, mais ça, cet effet wow-là de faire comme, Chris, il y a quelqu'un au bout de la ligne. Le monde, déjà partant, sont comme, wow, oui, je suis prête, tu sais. Fait qu'il faut faire attention avec les nouvelles technologies, tu sais, ce que ça nous permet de faire en marketing automation, c'est vraiment super, tu sais, mais en bout de ligne, là, on en parlait cette semaine encore, mais tu sais, on dit B2B, mais c'est B2H d'abord et avant tout, tu sais. Faut pas oublier que à l'autre bout de la ligne, c'est un être humain, là, puis tu sais, faut pas le traiter comme une machine ou comme un numéro que tu peux changer comme tu veux, tu sais. Puis ça revient à ce qu'on disait tantôt. Si tu veux bâtir ce middle of the funnel là, puis les garder tes gens dans ton écosystème, ben évidemment, faut pas qu'ils passent à travers ton sales cycle, ton customer journey sans aucune interaction avec l'être humain, parce qu'il y a aucun moyen de les garder avec toi, tu sais, dans ce moment-là, puis créer cette relation là avec eux, tu sais. Vraiment intéressant, Maxime. Je vois le temps qui file, puis je pense qu'on pourrait avoir une discussion pendant probablement 2-3 heures sur le sujet. Ce que je te propose, ce serait de te réinviter sur le podcast où on pourra parler un petit peu des défis que vous voyez au niveau du marketing en avant de nous pour les années à venir, puis parler un petit peu également, exactement comme tu mentionnais tantôt, des médias sociaux, l'avenir des courriels aussi en marketing. Je pense que ça pourrait faire un bon épisode là, pour notre auditoire pour pousser en plus loin ces différentes catégories de sujets-là. Non? Ah, n'importe quand, Joe. Tu sais, j'adore ton travail. Je suis un fervent auditeur du podcast. J'adore l'angle que vous prenez. C'est surtout au Québec, je pense, d'avoir cette discussion-là ensemble. Là, ça peut nous faire avancer grandement, puis créer une communauté. Puis je le sais, tu es un gars sharp, puis je te connais bien. Puis tu sais, c'est ce qu'on vient de discuter aujourd'hui. Je sais que tu vas l'appliquer dans ta business avec le podcast aussi. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir des voilà. qu'il va y avoir des petits growth hacking chez vous qui s'en vient. Ça va faire plaisir de revenir. C'est non seulement un plaisir, mais je trouve ça vraiment intéressant de discuter avec toi, puis discuter avec les gens aussi à travers les podcasts, etc. Puis ça va me faire plaisir de revenir avec plus d'informations sur Puis j'invite les gens à laisser des questions là sur les différentes plateformes là ou nous contacter sur qu'est-ce que vous
voudriez savoir peut-être. Je sais pas ce que tu en penses. Effectivement, Max, ça fait beaucoup de sens. Merci, Max, pour ces bons mots-là. J'apprécie beaucoup. Je pense qu'on partage les mêmes valeurs puis la même passion pour le développement de produits puis d'amener ça à quelque chose de succès d'envergure au bout de la ligne. Est-ce qu'il y a un petit mot que tu veux laisser à l'auditoire à la fin? Êtes-vous à la recherche de quelque chose présentement chez Dévolution, du staff, des clients de plus, des partenaires, peu importe? Je te laisse un petit placement. Écoute, oui, effectivement, toujours à la recherche de staff, de partenaires, de clients. Donc, ça, je vous laisse ça à vous décider où est-ce que vous pouvez, si ça vous tente de vous impliquer comme client, comme employé chez nous, comme partenaire, la porte est toujours ouverte. Vous nous contactez, vous pouvez me parler à travers LinkedIn sans problème. Mais j'aimerais ça laisser peut-être ce qui décrit le mieux de ce qu'on a fait, Joe, depuis 10 ans chez nous, c'est pas avoir peur de tester, Baby steps, qu'on appelle chez nous, c'est toujours tester à petite échelle avant d'aller trop loin dans un processus, autant en affaires qu'en développement de produits, qu'en tester, avec les outils qu'on a aujourd'hui, on parlait de technologie tantôt, un des avantages qu'on a, c'est qu'on est en mesure de prendre une initiative, la tester, aller mesurer, avoir du feedback, puis s'aligner après, puis jouer là-dedans, plus aujourd'hui que vous le disant, évidemment. Fait ayez pas peur, lancez-vous à l'eau, testez des choses, soyez un peu coquille, limite, j'aime tout le temps ça, là. Je regarde ce qui se passe un peu à travers le monde, puis je nous regarde, puis des fois, on est très, très bon au Québec pour créer, pour inventer, puis aller chercher cette petite coche-là, un peu d'audace, je pourrais dire, là. Puis n'ayez pas peur à essayer des choses. Puis voilà. Très intéressant, Maxime. Je partage la même opinion que toi. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui. C'est très apprécié. Puis je pense que notre auditoire va apprécier autant que moi la discussion qu'on a aujourd'hui. Pour ceux qui nous écoutent, dans les liens de la description du podcast, vous retrouverez le lien vers Sysadministrator. On a parlé également du livre Crossing the Chasm, qui est un peu une bible pour le développement de produits. On vous met ça dans la description du podcast. Les liens également pour SaaS North pour 2023 devant nous. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les différents médias sociaux, entre autres LinkedIn. Je vous dis à bientôt. Merci Maxime et au plaisir de te recevoir dans le prochain épisode ensemble. À bientôt. Voici les 4 éléments que je retiens de ma discussion avec Maxime. Le premier, le concept du middle of the funnel. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le marketing et la vente dans le funnel? Très important de bien s'occuper de ses clients, de ses utilisateurs, de la communauté, d'entretenir une relation positive et continue avec eux. Ensuite, la règle du 40, la règle du 40. Donc, son EBITDA plus sa croissance doit généralement être aux alentours de minimum 40. On est en main une très, très belle entreprise et que le marché change présentement, que dans la composante de un élément plus l'autre, c'est plus l'EBITDA, donc le profit qui est important à l'heure actuelle en fin 2022 et en 2023. Ensuite, des techniques super intéressantes, innovantes, dont le fait de s'auto-pirater. C'est quelque chose que Microsoft a beaucoup utilisé dans le temps, entre autres avec Windows, et ça leur a beaucoup servi pour capturer le marché et éventuellement convertir de ces usagers-là en usagers payants. Et dernier élément, je retiens, on ne veut pas vendre, mais on veut revendre à ce moment-là. Donc, super important d'avoir ça en tête, d'entretenir une relation et une vision à long terme de vente avec nos clients. Sur ce, merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, aidez-nous en partageant celui-ci sur les médias sociaux et aidez-nous également en vous abonnant à recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et d'invités. Je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'Open Mind Technologies. À la semaine prochaine.